Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire Nation, l'émission qui interroge ce qui nous relie et ce qui parfois nous met à l'épreuve. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix de la justice, de cette parole singulière, sobre, posée, grave parfois, qui dit la loi au nom du peuple français, même dans les heures les plus sombres. Attentats, violences collectives, traumatismes nationaux, comment la justice s'exprime-t-elle lorsqu'elle est confrontée à l'indicible ? Nous recevons une voix que tous les Français ont entendue dans ces moments de sidération, celle d'un procureur de la République de Paris qui s'est imposé lors des attentats de 2015 et 2016 comme un repère dans le chaos. Par sa parole mesurée, il a incarné une forme de droiture républicaine, une parole qui ne cherche ni l'émotion ni la vengeance, mais l'équilibre et la justice. Bonjour François Molins. Bonjour Rachid Azizi. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation. Alors, François Molins, vous êtes magistrat honoraire, on vous connaît. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière au parquet. Vous avez travaillé en administration centrale aussi, directeur de cabinet de la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, je crois, avant de retourner sur le terrain opérationnel en juridiction, en occupant les fonctions de procureur de la République, je l'ai dit, de Paris, puis procureur général près la Cour de cassation, où vous avez terminé votre carrière de 46 années, vous nous le rappellerez un peu plus loin. Vous avez publié un livre sur votre parcours au nom du peuple français, paru en 2024 aux éditions Flammarion, où vous revenez sur les grands procès du terrorisme, sur la solennité judiciaire, mais aussi sur ce que veut dire juger au nom de tous dans une démocratie ébranlée. Alors François Molins, dans votre livre « Au nom du peuple français », vous revenez sur vos années de procureur de Paris, notamment pendant les attentats de 2015, triste période. Quand vous repensez à ces jours-là, quel souvenir reste le plus vif de cette parole judiciaire soudain placée au centre de la nation ? Le souvenir le plus présent sur cette parole, c'était effectivement la difficulté d'arriver à construire quelque chose qui soit clair et posé, alors qu'à l'intérieur de nous-mêmes, je dis on parce que je n'étais pas tout seul, je m'exprimais, mais c'est un discours qui est porté par moi et plusieurs collègues, alors qu'au fond de nous-mêmes, on est vraiment dans la sidération, et on est encore, en fait, quand on parle, et qu'on s'apprête à parler, sous le coup des images qu'on a vues. Oui. Oui, parce que vous les avez vues. Oui. Vous êtes intervenu sur place, vous avez vu ces scènes. Donc on est vraiment dans la sidération, et moi je me souviens toujours de la difficulté au début de ces points presse, parce qu'en réalité j'ai la gorge nouée par l'émotion, et bon, ça passe assez rapidement, hein, parce que je suis dans mon exercice, ça va passer, mais c'était vraiment un souvenir très fort et très compliqué. Alors justement, dans ces instants, vous venez de le rappeler, j'allais dire de sidération collective, parce qu'il y avait votre sidération, mais celle de vos collaborateurs, de vos collègues. Comment comment avez-vous trouvé la juste parole ou la parole juste quand tout un pays attendait peut-être parfois une voix ferme et claire? Comment arrive-t-on à trouver ce juste équilibre ? C'est assez compliqué de construire, de trouver cet équilibre, parce que on est effectivement encore dans l'émotion, la sidération, mais de notre côté, il faut absolument communiquer pour expliquer ce qui s'est passé. Et ça renvoie à quelque chose qu'on dit souvent, en réalité, on est face à une situation de chaos, et face à une situation de chaos, il faut nommer les choses. Donc le procureur, il est là en réalité, et c'est sa mission, aussi communiquer sur ce qui s'est passé, il est là pour montrer effectivement que l'État fonctionne et que la justice et la police judiciaire sont effectivement à leur place et font ce qui est nécessaire pour essayer d'identifier les coupables et de les arrêter. Donc il faut nommer les choses, et le procureur, il est là effectivement pour constituer une sorte de balise dans le chaos. On m'a dit souvent que c'est l'image qu'on avait donnée. Il est là... On est là pour construire un récit et construire un narratif qui soit clair, qui soit objectif, qui va nommer les choses, et ce narratif que pourront s'approprier les politiques, les journalistes et aussi l'ensemble des citoyens. Donc ça fait effectivement partie, ce narratif, ce travail de communication, de la nécessaire reconstruction, j'allais dire, des choses pour montrer effectivement que l'État fonctionne à travers
sa composante police-justice et que les choses sont en marche et fonctionnent normalement. Très intéressant. Alors, vous rappelez également, François Molins, que l'émotion humaine, enfin, que l'émotion est humaine, pardon, mais que le magistrat doit toujours s'en tenir au droit, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Mais à titre personnel, pardon d'insister encore une fois, mais comment avez-vous tenu cette ligne de crête face à l'urgence médiatique? Parce que je pense qu'il y avait quand même une pression, et à la pression de l'opinion qui était, encore une fois, récurrente, enfin qui était présente, et enfin vous étiez attendu, vous vous en rendez compte? Alors, comment on a tenu compte de plusieurs façons. D'abord, moi, j'ai toujours essayé de gérer l'émotion à titre personnel. Je dis toujours, on a le droit d'avoir des émotions quand on est magistrat. Moi, sur ces scènes de crime, et particulièrement sur celle-là, je me suis accordé 1 ou 2 minutes de recueillement sur les scènes de crime où, en fait, j'ai une pensée pour les victimes, j'ai prié pour les victimes, voilà, et leurs familles. Et après, je suis revenu tout de suite à mon exercice professionnel. Et là, j'ai essayé d'être le plus professionnel possible. Et notamment, j'ai effectivement revendiqué de ne pas céder aux urgences médiatiques, mais de travailler et de contrôler le mieux possible l'information que j'avais donnée. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de rentrer dans cette exigence d'immédiateté que voulaient m'imposer les médias. Et on a toujours fait le choix avec mon équipe de communiquer aux instants où on décidait de communiquer, parce que quand on communiquait, on avait l'assurance qu'on allait délivrer une information qui était claire, qui était précise, qui était vérifiée, qui était rigoureuse. Et c'est pour ça qu'on a effectivement choisi de communiquer à travers ces points de presse qu'on organisait à certains instants clés. En général, c'était quelques heures après l'attentat, ou lorsque on déférait les gardés à vue au juge d'instruction. Donc on a toujours effectivement fait comme ça, et je pense que ça participait effectivement d'un travail rigoureux et sérieux. Si on avait communiqué beaucoup plus vite et de façon plus intempestive, on aurait couru un risque majeur, qui était celui de donner des informations qui se seraient avérées inexactes, fausses très rapidement. Et ça, on n'a jamais voulu le faire, j'ai jamais voulu le regretter. Mais on avait aussi un plan de communication de crise, parce que à côté de ces points de presse, ma chargée de communication traitait, entre guillemets, les médias à travers des priorités et un travail qui était, en réalité, je me demande même quand est-ce qu'elle dormait. Oui, c'est ça. Donc, on a vraiment essayé de faire les choses de façon ordonnée et de la façon qui soit la plus cohérente possible. D'accord. Donc, un vrai travail d'équipe. Mais je note aussi ce côté phasage où vous avez quand même souligné que vous êtes un peu recueilli. Vous avez rendu hommage à titre personnel et c'est très fort. Enfin, c'est l'homme qui s'est exprimé et vous avez tout de suite remis votre costume de procureur pour diriger l'enquête de police judiciaire, ce qui est quand même assez fort. Ça veut dire qu'on est acteur et observateur de ce que l'on vit. Alors, de ce que vous vivez, pardon. La formule au nom du peuple français, qui reprend le titre de votre livre, occupe une place centrale dans votre récit. Vous avez parlé de récit. Qu'incarnait-elle, pour vous chaque fois que vous la prononciez, soit à l'audience ou devant la presse? Mais pour moi, c'est quelque chose d'important parce que et qui renvoie d'ailleurs à certaines polémiques qui secouent la société aujourd'hui, avec des gens qui prétendent qu'on n'est pas légitime parce qu'on n'est pas élu. Ben oui, on n'est pas élu, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas légitime, parce que quand on est juge ou procureur, on rend la justice au nom du peuple français par délégation de la Constitution, ce qui n'est pas rien. Donc, dans ce cadre-là, moi j'ai toujours estimé qu'on était titulaire d'un mandat et que ce mandat, on devait toujours l'exercer, j'allais dire, conformément aux grandes lignes, effectivement de ce mandat. Et c'est pour ça effectivement que pour être légitime, il faut bien sûr avoir la compétence. Il faut respecter ses règles éthiques et déontologiques, et il faut aussi à un moment donné rendre compte de ce que l'on fait. Donc, je pense effectivement que écrire un livre, communiquer, c'est aussi quelque part rendre compte, expliquer et rendre compte de la façon avec laquelle on a exercé ce mandat que nous a donné le peuple français dans le cadre de cette justice qu'on doit rendre au quotidien. Et de faire peut-être aussi œuvre de justice d'une certaine façon à travers la transparence, et vous l'expliquez très bien. Alors, cette formule au nom du peuple français, c'est aussi l'idée d'une unité nationale aussi, malgré nos fractures. Est-ce ainsi que vous l'avez vécu?
comme un rappel que la justice doit être un ciment de cohésion sociale. Alors là, on aborde un petit peu un sujet de société, mais... Bien sûr, voilà. Bien sûr, on vit dans un monde qui est régi par le droit, qui ne doit pas être régi par la violence, mais par le droit. Et étant régi par le droit, le juge est au cœur, effectivement, de ce monde, puisque c'est lui qui va régler cette emprise du droit et statuer sur les litiges qui lui sont apportés. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Et je pense que ces attentats terroristes qui ont causé de très nombreuses victimes, qui ont semé le malheur dans notre société. Tout le monde se souvient de ce qu'ils faisaient le soir du 13 novembre, par exemple. Tout le monde connaît peu ou prou des gens qui ont été victimes directes ou collatérales de ces attentats. Eh ben, ces attentats, ils ont peut-être aussi montré, en réalité, que, à travers les cibles qui étaient les leurs, la démocratie, les valeurs de la République, la tolérance, le vivre ensemble. Notre mode de vie. Notre mode de vie. Ces attentats, ils ont peut-être à un moment donné montré qu'on avait aussi besoin de la justice, parce que la justice, elle était là effectivement pour apporter cette réponse, rappeler quel était le droit, rappeler ce refus de la violence totalement illégitime, et on est peut-être plus fort aujourd'hui encore, parce que je pense qu'on a su répondre à ces attentats à travers la réponse judiciaire qui a été développée. On a su y répondre effectivement en rappelant la règle de droit et en rappelant nos valeurs. On n'est pas tombé dans le piège du terrorisme, on n'est pas tombé dans le piège de la violence. On a répondu avec les valeurs qui étaient les nôtres, celles du respect de l'autre, de la tolérance, des valeurs du procès équitable. Et c'est tout le sens, je pense, des procès qui ont été tenus à la suite de ces attentats, Charlie Hebdo, vendredi 13 et Nice, et Mérin. C'est vrai que la parole de la justice claire, transparente, et qui est explicite, et qui est humaine aussi, qui est à la hauteur humaine, justement, c'est de là qu'elle tient sa légitimité. On revient sur la question de la légitimité, et c'est vrai que c'est un exercice auquel vous êtes prêté, et tout le monde, comme vous dites, s'en souvient. Alors, au-delà des attentats, vous avez eu à traiter d'autres affaires sensibles, faut quand même le rappeler aussi, vous n'êtes pas que le procureur du terrorisme, si je puis dire, en tout cas des situations de terrorisme. Vous avez traité des affaires sensibles telles que économiques, politiques, internationales aussi. Qu'ont en commun ces dossiers hors normes dans la manière dont la justice doit rester lisible et crédible? Alors d'abord, j'aime pas cette expression de dossier hors norme, parce que ça pourrait laisser, les normes c'est le droit, ça pourrait laisser que le dossier en réalité sort effectivement du cadre légal dans lequel il doit être traité. Et ça non. Je pense toujours, moi, à ce que me disait un ancien procureur général, Pierre Truche, qui disait souvent que un dossier extraordinaire, il doit être traité comme un dossier ordinaire. C'est ça. Parce qu'effectivement, il a un point commun avec ce dossier ordinaire, c'est que on reste dans le cadre du droit, et c'est la règle de droit qui doit être appliquée par le magistrat. Donc, ça veut dire en réalité que le magistrat doit appliquer le même soin et les mêmes exigences de rigueur et de discernement à tout dossier, à chaque dossier, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, même au dossier hors norme. Voilà. Donc, tout le monde doit être traité en réalité de la même façon. Et chacun a des droits, quelle que soit l'ampleur et l'immensité du préjudice qu'il a subi, ou qu'il a causé, chacun a des droits, et ces droits doivent être respectés en toutes circonstances. Mais il est vrai aussi que le traitement qui en est fait, sur le plan médiatique notamment, fait que parfois, effectivement, le terme hors norme est souvent utilisé au regard de cette... Bien sûr, mais c'est aussi, ça a bien sûr été le cas de ces attentats terroristes, et notamment des procès qui en ont suivi, mais effectivement, c'est des procès hors normes. Quand on voit vendredi 13, avec ces attentats qui vont avoir 10 ans dans quelques jours, c'est 9 ou 10 mois d'audience, c'est... 10 mois d'audience, près de 150 audiences, c'est quelque chose d'absolument colossal. Mais moi, j'y vois aussi un message d'espoir dans ces procès, c'est que il montre en réalité que la justice est capable de fonctionner correctement, et je dirais même très bien, à partir du moment où on lui donne les moyens de fonctionner correctement. Vendredi 13, l'État a donné à l'institution judiciaire les moyens nécessaires pour organiser ce procès
dans de très belles conditions. Oui. Eh ben, ce procès V13, sous la direction du président de la cour d'assises, avec des avocats généraux, des avocats qui ont fait leur travail, a donné, je pense, une belle image de la justice. Je rappelle que vous-même, vous avez été entendu en tant que témoin. Oui. En tant que témoin. Oui. Alors c'était assez drôle, puisqu'il s'avère que j'étais là aussi lorsque vous êtes passé, où le président de la cour d'assises salue le procureur général que vous êtes. Enfin, c'était assez drôle, cet échange que vous avez eu tous les deux. Je reviens à votre livre, François Molins. Votre livre évoque aussi la relation entre parquet et enquêteur, oui. Police et gendarmerie d'ailleurs. Comment définiriez-vous cette collaboration au bout de 46 années de maison, si je puis dire? Et qu'est-ce qui fait, selon vous, la force ou la fragilité de ce lien de confiance? Mais c'est un lien qui est très particulier, le lien entre un procureur Oui. ou un magistrat instructeur et un enquêteur. Oui. C'est un lien qui est très particulier parce que c'est un lien qui est fondé sur de très grandes relations de proximité. Oui. On partage des choses très anxiogènes et parfois très dramatiques avec les policiers. On va sur les mêmes scènes de crime. Oui. On partage l'horreur, on partage des drames humains, on partage beaucoup de misère sociale. Oui. On partage la vision souvent du mal, à l'état brut, et de façon assez absolue. Mais c'est une relation qui est particulière aussi parce que c'est pas une vraie relation de partenariat. C'est ça. Parce qu'il y a aussi une relation de direction. Oui. Le procureur dirige la police judiciaire. Voilà. Donc c'est une chaîne sans être une chaîne. D'accord. Il y a aussi une relation de hiérarchie et de direction qui intervient. Donc c'est une relation particulière qui, pour moi, effectivement, vous avez prononcé le mot, est d'abord et avant tout fondée sur la confiance. C'est ça. Parce que l'officier de police judiciaire, il est nos yeux et nos oreilles. C'est ça. Et on est en réalité totalement tributaire de ce qu'il va nous dire. Oui. On va le croire sur parole, ou parfois demander des choses qui vont plus loin, si on a des doutes sur certaines choses, mais on va croire ce qu'il dit. Oui. Donc cette relation, elle est avant tout fondée sur la très grande confiance et transparence qu'il doit y avoir entre les deux. D'accord. Donc c'est une relation humaine quand même. Ouais, c'est une relation humaine. Il y a de la technicité, mais parce que vous retrouvez le policier, gendarme et le procureur un peu sur un terrain commun, qui est celui de l'exposition à l'horreur, à parfois ce que je disais tout à l'heure, l'indicible. Vous insistez d'ailleurs sur le poids singulier de cette fonction, parfois vécue dans la solitude, fonction de. Oui. Alors oui et non, si vous voulez. Je m'explique. Oui. Un parquet, c'est une équipe. Oui. Donc un parquet, en réalité, c'est très collégial. Oui. Un parquet, aujourd'hui, c'est beaucoup plus collégial que pour des juges du siège, qui souvent statuent tout seuls. Un parquet, c'est une équipe dans laquelle, effectivement, on s'aperçoit qu'on a le réflexe de se tourner vers ses collègues pour échanger, discuter, chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, notamment juridique. Donc, on en tire effectivement beaucoup de force. Et de ce point de vue-là, c'est pas une solitude. Par contre, il y a la solitude du chef. Et ça, j'ai souvent vécu. On s'aperçoit que dans le traitement de ces dossiers particulièrement difficiles, il y a un moment donné où, quels que soient les collègues qui sont autour de vous, quelle que soit la force de leur présence, il y a la solitude du chef qui revient. Et ça m'est arrivé souvent dans les affaires terroristes. Il y a un moment donné où c'est vous tout seul qui allez devoir prendre la décision. Vous devez assumer ce... Et ça, c'est le rôle du chef. Et bon, je l'ai toujours fait. Voilà. Vous l'assumez avec une... voilà. Alors l'enjeu, effectivement, c'est de prendre des décisions qui vont être des bonnes décisions et qui surtout vont être acceptées. Oui. C'est-à-dire que à côté de cette décision, il y a tout un travail effectivement du chef pour convaincre effectivement que c'est la bonne décision qui a été prise, que vous avez prise et il faut la faire accepter. Il faut la faire accepter. Donc c'est un grand défi humain aussi, on peut le dire comme tel. Enfin, je voudrais encore une fois qu'on aborde aussi votre livre, qui a un grand succès, je le sais. Votre livre invite à réfléchir à l'avenir de la justice. Quels chantiers vous paraissent essentiels pour qu'elle demeure à la fois rigoureuse, indépendante, mais aussi proche du citoyen? Je sais que vous êtes particulièrement attaché à ces éléments-là. Alors, effectivement,
c'est rendre la justice au nom du peuple français, hein, donc ne jamais oublier, c'est un peu le dicton, hein, comme on dit au Moyen-Âge, quitte à faire roi. Hein. On est là pour quelque chose, pour exercer un mandat, donc il faut jamais oublier effectivement que on doit quelque chose en termes de service, effectivement, à l'ensemble de nos concitoyens, et on est là pour rendre la justice. Alors, je crois pas, moi, à la baguette magique. Effectivement, je pense pas qu'il y ait une chose qui suffirait de changer pour améliorer la justice et faire en sorte qu'elle remplisse toutes ses missions. Malheureusement, et on l'a dit beaucoup, et je pense très bien avec le comité des États généraux de la justice, il y a 3 ans, présidé par Jean-Marc Sauvé, il faudrait agir sur un certain nombre de choses pour que la justice soit mieux rendue et répondre mieux aux préoccupations de nos concitoyens, qui la trouvent effectivement à juste titre trop lente, trop complexe et peu accessible. Je pense qu'il faut bien sûr beaucoup plus de moyens. Plus de moyens. En effectif, en personnel, en effectif, moyens humains et matériels, notamment greffiers et magistrats. En moyens informatiques, avec de véritables organisations. Je comprends pas que dans le même état, l'impôt à la source et les sites de la DGFiP fonctionnent si bien, vous faites vos impôts, et que la justice soit si arriérée sur le plan numérique et informatique. Donc des organisations administratives et budgétaires qui tiennent la route, et qui soient plus efficaces que celles qu'on a aujourd'hui. Et puis, il faudrait aussi, enfin, que nos responsables politiques, et notamment les députés, les sénateurs et le gouvernement, comprennent que des lois, il y en a trop. On a une inflation législative qui complique considérablement le travail des acteurs de la justice, magistrats, avocats, greffiers, et qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire des textes et essayer de les faire mieux. Ils sont de plus en plus compliqués, de plus en plus touffus, et donc de plus en plus difficiles à interpréter. Je pense que c'est en agissant sur l'ensemble de ces paramètres qu'on peut arriver à améliorer la situation. D'accord. Alors, une petite question subsidiaire j'allais dire, qui me concerne un petit peu. Est-ce que vous y verriez un inconvénient? Est-ce que ça vous poserait question ou problème que les officiers de police judiciaire soient rattachés à la justice? Est-ce que c'est déjà une question que vous êtes déjà posée? Aucun, mais bon, je pense que c'est un vieux rêve, hein, et qu'il y a peu de chances qu'il soit réalisé, au moins dans un avenir immédiat. Bon, écoutez, mais je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où le procureur a la direction de la police judiciaire, il devrait pouvoir avoir la possibilité d'obtenir l'affectation d'un nombre minimal de policiers à la réalisation de certaines enquêtes. Je pense toujours avec beaucoup de jalousie à la situation d'un ami qui était procureur de New York, qui avait un corps de 120 détectives dont il disposait en permanence, qu'il pouvait affecter quand il le voulait sur les enquêtes les plus sensibles. Même si c'est pas le même système américain, mais en tout cas, nous sommes un peu d'accord là. En tout cas, nous sommes d'accord là-dessus. Merci beaucoup, François Molins, pour cette parole sobre et forte. Mais enfin, on n'est pas surpris. Vous nous rappelez qu'au cœur du vacarme, la justice a une voix qui ne cède ni à la peur ni à l'émotion brute, mais cherche le juste équilibre. À travers votre parcours, c'est une certaine idée de la République qui s'exprime, celle d'une institution qui tient bon, qui parle clair et qui agit au nom de tous. Je pense que c'est quand même assez important, même dans la tourmente. Et si l'histoire ne peut pas tout, elle peut au moins nous rendre plus lucides et peut-être plus justes. Alors je rappelle que vous avez publié chez Flammarion au nom du peuple français en 2024. Faire nation, c'est une parole qui se poursuit au-delà des micros, dans vos lectures, vos échanges, vos engagements. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelles Voix et toujours la même envie, comprendre ensemble ce qui nous relie. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci.